on va vous présenter donc la mission Malaco Spider en Guadeloupe, mission qui a été s'est passée en janvier dernier, donc pas 2024 mais 2023. On a deux autres compères, Marine Tria qui est en Guyane et malheureusement ne peut pas se rendre disponible en visioconférence parce qu'elle a une réunion professionnelle, et Alexis Bourgeois de Malaco Spider également, qui lui est en métropole et étant indépendant, il a du boulot, il n'a pas pu se dégager. Donc l'objet de cette réunion, c'est de vous présenter les résultats d'inventaire du projet Malaco Spider à l'échelle du parc. Donc, c'est une étude qui a porté sur les mollusques et sur les araignées. Alors, la présentation va tourner autour de 4 axes, donc l'introduction, le matériel de méthode, les résultats et discussion, conclusion, qui est l'architecture du rapport qui a été transmis à la fin de la mission. Alors, la mission Malaco Spider a débuté à l'issue de la retenue en fait, du dossier de l'association Arianta et Malaco Spider, après un appel à projet scientifique. Donc, l'idée globale, c'était de proposer une caractérisation du dépeuplement de mollusques et d'araignées à l'échelle du territoire du parc. Dans deux objectifs principaux, c'est donc améliorer la connaissance générale donc, de ces deux groupes faunistiques. On va revenir un petit peu en détail sur l'état des connaissances de chacun des groupes, en essayant de mettre en lien la composition en fait, des espèces observées avec des variables environnementales qui à l'époque étaient disponibles, c'est-à-dire les grandes unités de végétation et les oppositions de versants qui peuvent exister sur Basse-Terre, sur le territoire du parc, donc côte souverain et côte autonome. Alors, par ailleurs, on a inscrit ce projet-là dans l'amélioration globale de la connaissance sur la malacofaune, donc des mollusques de France. Il y a un projet national, c'est Mollusques de France, et étant donné que la Guadeloupe est un département français, on comptait bien y contribuer. Alors, avant d'aborder le matériel et méthode, concernant la connaissance, les deux groupes qui ont été étudiés ont une connaissance qui est totalement inégale. Alors, celui qui est le moins connu des deux, ce sont les araignées. Il y a quelques missions qui ont été faites mais de manière très ponctuelle, et notamment par Christine Rollard du muséum en Basse-Terre. Autrement, il n'y avait aucun élément de connaissance. Donc là, on peut dire que les travaux qui ont été faits, c'était vraiment de la prospective et de l'exploration, on va dire, totale. Concernant les mollusques, c'est un peu différent parce qu'il y a eu plusieurs vagues de travaux sur les mollusques en Guadeloupe, de manière générale. Donc, il y a eu les travaux de Tillier dans les années 80. Il y a eu la réactualisation de la malacofaune de la Guadeloupe par Laurent Charles, en 2015, vous voyez, 1980-2015. Il y a eu un travail un peu de réinitiation en 2001 par Alain Bertrand. Et les travaux sur lesquels on se repose, c'est les travaux de Laurent Charles en 2015. Puis, il a travaillé de manière approfondie la liste des espèces qui étaient connues en Guadeloupe et sur les satellites. C'est sur cette base-là, en fait, on a construit le plan d'échantillonnage et aussi toutes nos identifications. Alors, le travail de Laurent Charles, en fait, s'inscrivait dans un autre travail qui était un travail qui était initié par l'Université de Bordeaux. Parce que ce travail-là avait pour objectif d'explorer l'histoire archéologique de l'île. Et compte tenu du fait qu'en archéologie, les mollusques sont des outils qui sont particulièrement utilisés, alors surtout en contexte calcaire, il y a un contraste assez net en fait, en termes de disposition de carbonate de calcium entre Basse-Terre et Grande-Terre. Il était nécessaire de connaître les espèces qui étaient présentes sur l'archipel des Guadeloupe. Donc, c'était l'objet en fait, du travail de Laurent Charles. Et donc, entre 2015 et maintenant, il y a eu un inventaire qui a été fait par Colline. Présente. Et entre ça, il n'y a rien eu. Donc, on va dire que le travail qu'on a mené, nous, se poursuit avec un objectif qui était assez clair, qui est donc d'améliorer les connaissances, mais aussi d'explorer des compartiments en fait, de la malacologie qui n'avaient jamais été étudiés jusqu'à présent. Et notamment les micro-espèces
présente dans la litière, parce que jusqu'à présent, en fait, la malacologie, d'une manière générale, dans les grandes et les petites Antilles, ne repose que sur les macro-espèces. On regarde des espèces qui ont un diamètre approximativement supérieur à 5 mm. C'est tout ce qui se voit, et généralement, c'est des espèces qui sont spectaculaires, qui étaient à l'époque, dans la fin du XVIIIe siècle, ramassées et échangées, qui faisaient l'objet de collection. Donc là, on est plutôt dans une approche qui est d'exploration de la macrofaune du sol, sachant que notre approche n'était pas uniquement taxonomique, mais surtout écologique, c'est-à-dire qu'on a une approche écologique. Alors, sur le plan du matériel et méthode, pour tenir compte en fait des habitats disponibles qui ont été décrits, habitat au sens macro-habitat, c'est la distinction entre macro et micro-habitat chez les mollusques. Donc, au niveau macro-habitat, on s'est reposé sur la cartographie de végétation qui sont disponibles et numérisées à l'échelle de la Guadeloupe. Et on a tenu compte aussi de l'opposition côte-souverain et côte-ouest. Donc, on a choisi 5 transects du nord au sud, donc ça comprend la zone du cœur de parc, mais aussi la zone extérieure, parce qu'on voulait avoir une étendue assez importante en termes de distribution de données, à la fois dans le sens nord-sud, mais aussi est-ouest. Donc on a sélectionné les traces, puisque c'est passe pour aller jusqu'au lieu d'étude. Donc on a sélectionné dans un premier temps les traces qui traversaient d'est en ouest de manière continue l'île. Et ensuite, on a, créé une zone tampon qui était approximativement de 100 mètres de part et d'autre de la trace. Et on a fait un découpage de toutes les végétations qui étaient présentes dedans. À l'intérieur de ça, on est parti, du temps qu'on avait, on est parti sur un minimum de 3 stations. Je vais revenir sur la définition de station, sur 3 stations, donc 3 endroits où on recherche les animaux. Donc à la fois les mollusques et les araignées, que les recherches ont été concomitantes. Donc 3 stations dans chacune des unités de végétation qui étaient présentes dans cette zone temporelle. Et le tout a été choisi au hasard par un logiciel d'information géographique. Donc on était sur une projection de 108 stations dans le cadre du projet. Alors, je ne vais pas dresser la liste, mais ça, ce sont tous les peuplements ou les unités de végétation qui ont été sélectionnés pour la réalisation de l'étude. On a volontairement écarté tout ce qui était zone d'habitation, ce n'était pas d'objet. De toute façon, on ne peut pas rentrer dans les propriétés privées, sauf l'arrêté préfectoral spécifique. Donc, ce sont les différentes unités qui ont été étudiées. Tout ça, c'est détaillé dans le rapport. Alors, j'ai déjà anticipé le plan d'échantillonnage. Donc, en termes d'effort, on était sur 3 stations par unité de végétation. Donc, qu'est-ce qu'une station chez nous, dans le cadre de l'étude? Une station, c'est une surface de près 10 mètres sur 10 mètres, donc ça fait 100 mètres carrés, où les mollusques terrestres ont été recherchés, ainsi que les araignées. Alors, un point important, c'est que c'était l'objectif. Les stations ont été projetées aléatoirement, mais c'était un objectif. Quand on a pu y accéder, on est allé au niveau des stations. Quand on n'a pas pu y accéder pour des raisons, on va dire, de difficulté de terrain ou d'accès, parce que c'est une propriété privée, etc., on a déplacé la station dans une unité de végétation qui est exactement la même. Donc maintenant, on a des outils informatiques de terrain qui nous permettent de savoir dans quelle unité on se trouve. On a tenu au maximum de respecter notre protocole de base. Alors, concernant les techniques de collecte sur les mollusques, donc, comme je vous le disais par anticipation tout à l'heure dans l'introduction, on a fait une recherche à vue pendant 20 minutes. Donc ça, et chaque station a bénéficié du même effort. Que pendant 20 minutes, sur ces 100 mètres carrés, on a tenu à rechercher les grosses espèces. Donc, et en parallèle de ça, donc pendant qu'un opérateur, c'est pour ça qu'on était 4 sur le terrain, mais il y avait un binôme qui cherchait et un qui faisait de la récolte de litière. Pendant que celui qui cherchait les escargots, l'autre réalisait la collecte de litière sur une surface équivalente à la moitié d'un mètre carré. Ça fait l'équivalent de 20 petits quadrats de 25 sur 25. On aurait pu prendre beaucoup plus, mais on va aborder après tout ce que ça implique en termes de contraintes de temps. Donc, cette litière a été ramassée à l'aide d'une griffe.
Ensuite, ça a été mis dans un Tummy Winkler, une espèce de chaussette avec une grille au milieu, qui permet en fait de séparer la grosse fraction végétale de la petite, sachant que ce qui nous intéressait, ce n'était pas la grosse, c'était la toute petite. Donc celle qui est inférieure à, on va dire, à un carré de 1 cm sur 1,42 cm si vous voulez. Ensuite, lorsque cette surface a été ramassée, on a mis tout ça dans un sac plastique et ça a été mis à sécher. En fait, on va revenir après, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure technique pour avoir des spécimens vivants, notamment des micro-espèces. Et ensuite, le tout a été tamisé sur une colonne de tamis à maille décroissante et trié sous loupe binoculaire. Ça faisait un volume à peu près de 6 litres de litière qui ont été traités. Concernant les araignées, c'est une combinaison. Donc, alors, je serai moins approfondi sur les araignées, pour la simple et bonne raison, c'est que les jeunes de compères ne sont pas là. Et d'autre part, ils sont encore en train de bosser sur ce qu'ils ont ramassé en janvier. Notamment, ils sont en train de publier un article là. C'est un article, le premier d'une succession d'articles qui vont être publiés. Ils ont trouvé un nouveau genre, enfin, comment dire, une nouvelle famille en Guadeloupe qui n'était absolument pas connue. Donc, voilà, le travail est encore en cours. Donc, pour les araignées, il y a eu la combinaison donc, de plusieurs méthodes. Donc, le parapluie japonais, s'il y a des entomologistes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un parapluie japonais? Non. Alors, c'est un drap que l'on tend entre deux haubans, deux arceaux, que l'on met en dessous de la végétation, et la végétation qui est au-dessus est battue à l'aide d'un bâton. Donc, tout ce qui est, tous les animaux, que ce soit insectes, araignées, ce qu'on veut, qui vit sur la végétation, tombent dans le parapluie. Ensuite, pose le parapluie ici et il regarde ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est la première chose. Le filet fauchoir, alors, c'est comme un Tummy Winkler, sauf que c'est une poche, hein, c'est un filet, comme un fil à papillon, sauf que c'est une toile dure et c'est fait pour résister en fait à la végétation lorsqu'elle est battue de gauche à droite. Et ensuite, de la chasse à vue. Ça a été complété également. L'inventaire en fait par station a été complété par les araignées que nous avons, malacologues, ramassées lors de prélèvements. C'est-à-dire qu'on a complété la liste, et notamment les mégalomorphes qui vivent dans le sol. Par exemple, nous, on revient de 15 jours de mission planète Codicité au Saintes. On a retrouvé plusieurs espèces de mégalomorphes qui n'étaient pas connues des Saintes grâce au prélèvement habituel et qu'on ne peut pas attraper par d'autres techniques. Ça va jusqu'à présent? N'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions. Les inventaires ont découvert que c'était une partie nocturne, une partie diurne. Alors, concernant les araignées, c'est uniquement diurne. Ils n'ont pas voulu faire nocturne. Alors déjà, on voulait au départ faire des prospections nocturnes. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, on rêvait. Voilà. On a rêvé. Parce qu'en métropole, on le fait. Enfin, en hexagone, ça dépend comment vous voulez dire les choses. On le fait. Moi, je fais tout le temps des expertises de nuit. Christophe, peut-être un peu moins, mais Dada, c'est les limaces. Elles sortent que la nuit, de toute façon, elles ne sortent pas le jour. Les escargots, tous les gens n'ont pas les limaces. On s'est dit, on va le faire. On a essayé. En fait, on s'est dit, on laisse tomber, parce qu'en fait, déjà, pour accéder aux stations, lorsque vous attaquez la soufrière, déjà la journée, alors deux nuits, voilà, la frontale dans le brouillard, ça c'est très beau. C'est pas intéressant parce qu'il y a beaucoup d'insectes et de virus qui sont connus. Exactement. Effectivement, ça se heurte au côté opérationnel. Après, à voir, c'est que tu as multitude, toi, même mettre, je sais que les enculturistes avaient fait, ils avaient fait une semelle sur les centres dans le sud, c'est un peu bon. Oui, mais on va revenir. Ok. Voilà, on va revenir. Donc, de toute façon, la combinaison de techniques, par exemple, en malacologie, que l'on a décidé de mettre en place, permet de collecter les animaux, en tout cas les escargots, qui même ne sont pas visibles la journée. Puisque c'est nous qui allons les chercher, et on les débusque en prélevant la litière, en soulevant les troncs, sur les feuilles, etc. Alors tout ça, on a recueilli toutes ces données, voilà, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Donc comme l'idée globale, c'était de voir quelle était la structuration en fait, des peuplements. Donc en fait, en termes de définition, un peuplement, nous on le définit comme une combinaison d'espèces qui vit à un endroit donné. Donc l'idée globale, c'était de savoir
s'il y a des peuplements qui se dégagent, et sur chacune des stations, les peuplements qui sont composés en fait de liste d'espèces par station, c'est est-ce qu'elles sont éloignées ou pas de celles qu'on trouve dans d'autres types de milieux. Vous comprenez? C'est un assemblage d'espèces, voilà, et ensuite par des analyses de données, on regarde si ça s'éloigne ou si c'est proche. Est-ce qu'on a un énorme bout ou est-ce qu'on a des choses qui se séparent? Et l'idée globale, c'était de savoir s'il y a vraiment quelque chose de spécifique par rapport aux unités de végétation. Et s'il y avait aussi quelque chose de particulier qui se dégageait entre la côte souverain et la côte ouest. Alors, on a travaillé par un cadrage multidimensionnel en métrique, on appelle ça un MMDS. Donc, c'est une des techniques d'analyse de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Donc, ça travaille sur des ressemblances, des dissemblances. C'est l'indice qu'on utilise. Et on a décidé, pour des questions de rigueur scientifique, de ne travailler que sur des données en présence-absence. Donc, on a fait la distinction entre, dans la matrice, en fait, on crée une matrice, en fait, c'est un tableau où vous avez les stations en colonne et les espèces en ligne, d'accord? On calcule donc un indice de Jacquard, parce que les données, en fait, l'indice de Jacquard permet de calculer les ressemblances entre différentes stations. Donc, en fait, c'est un partage du nombre d'espèces en fait, qu'il y a entre chacune des stations. Et nous, l'idée, c'est de travailler sur des peuplements actuels. Donc, on a fait la distinction entre les espèces qui ont été observées vivantes ou récentes, c'est-à-dire l'animal n'est pas présent dedans, mais la coquille est toute fraîche. Parce qu'on est quand même sur un contexte acide, donc les coquilles, généralement, ont une durée de vie limitée, sauf chez les gros escargots. Les petits, en fait, la coquille qui dissout très, très vite. De ceux qui sont anciens. Donc, les anciens, on les a systématiquement anciens, donc c'est-à-dire la coquille, elle est blanchie, il y a la terre dedans, il est mort, on ne sait pas depuis combien de temps. Donc, ça, on s'est dit, hop, on ne l'inclut pas dedans. On va revenir après sur cet aspect coquille ancienne après dans la discussion. Donc, on a utilisé le free package du logiciel R qui va bien. Alors, ça, c'était fait sur les mollusques. Sur les araignées, ça n'a pas été fait. Alors, pas parce qu'on n'avait pas envie de le faire, c'est parce qu'en fait, leurs travaux étaient en cours. Et par contre, ils ont créé des tableaux avec. Alors, il y a déjà ça, ils ont aussi, vous allez voir dans le résultat, j'anticipe un peu, très peu d'individus collectés par station. Contrairement aux mollusques, où, voilà, vous allez voir les résultats, le nombre d'espèces est plus important par station. Donc, il y a une différence en fait, de richesse spécifique entre les deux groupes au niveau de chacune des stations. Voilà, donc en termes de résultats, en fait, ce n'est pas résultat de discussion, c'est résultat. Donc, on avait envisagé de faire 108 stations et on en a fait 68. Donc, on a quasiment tout fait, sauf le transect numéro 4, voilà, qui est la ligne des crêpes. On aurait bien voulu faire des crêpes que c'était pas le faire, parce que voilà, l'équipe des Aranéons avait un pub physique, on les a crevés. On est montagnards, on fait de la montagne, donc. Bon, les conditions étaient particulièrement difficiles à la fin de l'expertise. Donc, on a fait 3 transects complets sur les 4. On a fait que 2 stations sur le transect numéro 4. Et en fait, il y en a une des deux en fait, qui est hors protocole. En descendant, on est passé dans une bananerie un peu abandonnée. Et on a trouvé des trucs super cool dedans. Donc, on s'est dit, on va le pointer comme. Voilà. Alors, sur celui-ci aussi, parce qu'il y avait des points qui tombaient là, et en fait, il se trouvait que c'était dans des propriétés privées. Donc, on les a. Donc voilà, l'effort global, les analyses ont porté sur 68 stations de 100 mètres carrés. Donc on commençait le matin à 6h et 7h et on finissait au coucher du soleil, par le terrain. Alors, les résultats concernant les mollusques, on a trouvé 32 espèces de gastéropodes terrestres, testacés, donc avec une coquille. On a exclu les limaces. Les limaces, elles seront étudiées ultérieurement par du barcoding. Donc elles ont été récoltées. On n'a pas observé d'espèces aquatiques. Alors, en fait, le projet tenait compte en fait, des espèces aquatiques. Donc la première chose en termes de résultats par rapport au nombre d'espèces sur ces 32 espèces, s'ajoute un certain nombre qui n'ont pas pu être identifiés au-delà du genre. Et notamment, donc, il y a 7 genres qui sont concernés. Donc, en fait, on ne pouvait pas identifier de manière spécifique, et notamment un genre nouveau pour la Guadeloupe. Sur 2 stations, c'est le Bisocléas, c'est peut-être un petit millimétrique qui vit dans la litière.
Il est connu de Martinique. Malheureusement, même en Martinique, il n'est pas nommé. Pas à quelle espèce ça appartient. On ne sait pas si c'est introduit, on ne sait pas si c'est natif. Donc, on saura peut-être un jour si collecte des spécimens vivants. Et encore, s'ajoute à cela 5 espèces d'escargots de la famille des Scolomontidés, donc c'est des petits escargots tout blancs transparents qui sont typiquement inféodés à la litière. Si on ne collecte pas de litière, on ne les voit pas. Ça fait partie de la faune cryptique de l'arc des Antilles. Et ces 5 espèces-là, on a une qui est d'un genre connu qui s'appelle le genre Apia, mais qui n'est pas nommé. Sinon, les 4 autres sont des espèces qui ne sont pas encore décrites, dont une au sommet de la sous-pays. Alors, et il existe 2 familles. Alors, certains spécimens de la famille des subulidés et des succinéidés. Succinés, c'est les embrouettes, une espèce d'escargot avec une coquille qui n'a quasiment pas de tour, en fait, une sorte de capuchon. Pas pu être identifié, parce qu'on n'avait aucun spécimen vivant. Donc, on a 32 espèces identifiées, et vous rajoutez ça à 7 genres, plus 5, ça fait 32 plus 15. Ça fait au moins tout ça en espèces. 47. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est d'avoir compris dans les espèces identifiées. Il n'y a pas. Soit elles étaient juvéniles, et les caractères juvéniles ne permettaient pas d'aller jusqu'à l'espèce, soit on ne savait pas ce que c'était. Et notamment les micro-espèces. Voilà, typiquement, c'est ce genre de petit escargot. Vous voyez, là, c'est grand, hein, mais ça fait moins d'1 millimètre à l'état de. Vous voyez. Donc, on peut même pas on peut le voir si on est assez fou furieux avec une lampe frontale en forêt, farfouiller la litière. Mais même les densités sont tellement faibles. C'est une des particularités en fait, des systèmes insulaires, et notamment que ce soit dans les Antilles ou dans les Polynésies, enfin, dans les archipels polynésiens, c'est que vous avez une richesse qui est relativement élevée, mais avec des densités qui sont toujours faibles. Vous avez un individu là. Donc c'est pour ça que dans le cadre du ramassage de litière, hein, Christophe peut en témoigner, on recherche la litière, enfin, on récolte la litière sur l'intégralité, parce que ce qui peut y avoir des individus au niveau des contreforts des arbres, en pleine litière, en plein milieu, voire dans les accumulations de litière par les ravines. Ça peut se passer. Donc, un peu plus dans le détail. Sur les 68, il y en a 4 où il n'y avait aucune espèce d'escargot. Rien du tout. C'était généralement des milieux hyper anthropisés. Milieux ouverts, généralement. Donc, la moyenne environ du nombre d'espèces, c'est 6,7 espèces. Et environ 6,7 espèces. Alors, je n'ai pas mis la médiane, parce que la médiane est un peu plus, donne une information un peu plus juste que la moyenne. Et vous voyez, hein, donc la richesse spécifique en mollusques varie entre 0, jusqu'à 20. Vous voyez, dans une station, on peut trouver 20 espèces différentes. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est une grande surface. Par comparaison, en métropole, on n'est pas du tout dans les mêmes contextes. Hein. Si on était en contexte acide, on aurait des espèces inférieures. Mais en contexte, on va dire, calcaire, donc avec du carbonate assimilé, c'est ce qu'on a sur une surface de 25 cm sur 25. On peut avoir jusqu'à plein d'espèces différentes. Oui, ça vous donne un ratio. Alors, on n'a pas fait les comparaisons avec Grande Terre, parce que ce n'était pas l'objet d'études. On pourrait s'amuser à le faire, et je pense qu'on aurait des différents points. Notamment, on pourrait inclure les travaux de Pauline dedans. Alors, même si le protocole a été fait un petit peu différemment, on pourrait comparer les richesses spécifiques par station. C'est vrai qu'il y a quelques espèces supplémentaires qui vont devoir s'ajouter. Alors, je reviens sur ces petits escargots. Le plus fréquent, c'est lui. Alors qu'il n'apparaît pas dans le travail de Laurent Charlot. Un Scolomontidé SP identifié, ou un Aoya minuscula, qui est considéré comme une espèce introduite. Et je pense que c'est lui qu'il a dû voir, et c'est le plus fréquent. Il y en a un deuxième qui lui ressemble, qui lui n'est pas. Parce que moi, je l'ai vu, Laurent Charles, en début d'année. Je lui ai montré celui-là, il m'a dit oui, celui-là, je l'ai vu, mais l'autre qu'on avait trouvé, pardon, mais il ne connaissait pas. Voilà, il y en a un deuxième petit qui passe sous les radars et qui est très fréquent, qui se trouve dans la litière. Et ensuite, la troisième espèce la plus abondante, c'est celle-ci. En nom latin, c'est Lectinaria niamellata. Donc en fait, c'est une subuline, hein, qui est en fait
qui n'est pas introduite, celle-là, elle est indigène d'Amérique. Et Amphictylotus boianus, donc celui-ci, qui est endémique de Basse-Terre. Alors, il n'est pas vraiment endémique de Basse-Terre, parce qu'on en trouve aussi sur le Grand Terre. Et on va revenir après sur la notion en fait, de rétractation d'air et d'endémisme strict à Basse-Terre. Et ensuite, vous avez, donc, ça, ce sont les trois majoritaires, donc vous avez les chiffres des fréquences, et ensuite, vous avez espèces sur les 45 qui ont une fréquence d'observation inférieure à 10 stations. Espèces qui sont. Ça a son importance pour retenir ça, parce que vu l'effort d'observation qu'on a, ça donne des informations sur la rareté des espèces et sur les implications que ça peut avoir sur une évaluation de l'état de conservation. Alors, concernant l'évaluation, on présente toujours ça, malacologie, je vais revenir après sur les araignées, c'est la suite. On présente toujours l'intérêt patrimonial, donc on fait le distinguo, donc les espèces remarquables, on inclut dedans les espèces protégées, bon, de toute façon l'arrêté n'est pas encore sorti, il n'y a pas d'espèces protégées pour le moment. Il n'y a que la liste rouge qui est sortie il y a 2 ans. Donc ça fait partie des espèces dites patrimoniales, donc il n'y a pas d'espèces réglementées. Et on inclut aussi dans les espèces remarquables celles qui sont considérées comme cryptogènes ou introduites. Donc, je vais revenir après dessus. Concernant les espèces dites remarquables patrimoniales, parce qu'elles sont inscrites sur la liste rouge, vous voyez, on a quand même observé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espèces remarquables qui sont inscrites sur la liste rouge. Donc la plus menacée de toutes, en fait, c'est la glandine de Guadeloupe. On a eu l'occasion de la rencontrer 2 fois. Une fois vivante, une fois une coquille relativement qui n'était pas très jeune. Le bullying multifacié qui, lui, a été observé hors protocole. C'est la fameuse station hors protocole. Là, on a trouvé des coquilles mangées par des rongeurs fraîches, des coquilles fraîches mangées par des rongeurs. Et tout le reste a été observé voilà, dans le cadre de l'expertise. Donc, il y en a certains qui ont un nom français et pas un nom vernaculaire. Donc, vous voyez, c'est pas. La liste est quand même consistante en fait sur le nombre total d'espèces observées. Il y a quand même 10 espèces remarquables et patrimoniales. Et vous avez en face la fréquence. D'accord? Donc, on peut apprécier en fait la rareté en fait, par rapport à l'effort d'échantillonnage. Vous voyez, celle qui est la plus fréquente, c'est quand même l'hélicine de Schramm. Ensuite vient le pleurodon de Joséphine. Voilà, parmi celles qui sont en tête, et les plus rares, donc, la glandine de Guadeloupe, le bullying facié, et puis quelques bullimulus. Vous avez des questions? Ça va? J'en ai mis quelques illustrations. Donc là, vous avez le fameux Zophos bludoni, un carnivore, qui mange d'autres escargots. Il n'y a pas de nom français, mais je pense qu'on va en proposer un. Proposer des produits. Comment? Il y avait une idée justement. Ouais, mais je pense qu'on va le garder. Voilà, ce qu'on va proposer, c'est le petit anneau luisant. Parce qu'en fait, les luisants, c'était une catégorie qui était désignée par les malacologues en fait, à la fin du 19e. C'est généralement les escargots qui ont une c'est qu'ils mangent les autres escargots. Même si ça n'a rien à voir avec le vrai luisant, en fait, sur les espèces carnivores d'Europe. Le petit anneau luisant, ça lui plaît bien. C'est en référence à l'attaque des titans, en fait, hein, de ceux qui ont un peu du vendredi. Vous avez le pleurodonte polydonte, ici. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est classé NT en Guadeloupe, mais il est LC en Martinique. Alors même, il est considéré comme une peste dans certaines îles des Antilles. Et ici, il est considéré comme quasi menacé. Vous avez l'hélicine de Schramm ici. L'hélicine de Schramm, c'est petit. Le pleurodonte, c'est quand même assez gros. Le zoophos, ça peut être gros comme ça. Si vous baladez à Soupir tôt le matin, vous les voyez, vous l'été, ils sont balades en danger. Et la fameuse glandine, la glandine de Guadeloupe qui a été trouvée à 2 pas d'ici, derrière, à 5 pas, au Maghreb. Voilà. Donc là, globalement, les espèces dites patrimoniales qu'on peut trouver dans les stations qu'on a étudiées. Et vous avez pu faire une répartition multitudinale. Vous avez peut-être regardé Eh ben, on va en parler. Okay. Voilà. On va venir. Bon, ben, là, c'est le contraire, on va dire. C'est les espèces qui sont dites introduites. Et
dire, cryptogène. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une espèce cryptogène? Non? Pas vous? Ah bah, c'est une question au jeu des 1000 euros. Une espèce cryptogène, c'est une espèce dont on ne connaît pas la patrie d'origine. Parfois, des espèces cryptogènes peuvent basculer comme espèces indigènes ou comme espèces introduites. Je vais vous donner un exemple typique. En Europe de l'Ouest, il y a un escargot aquatique qui s'appelle la fise voyageuse. C'est là que elle a été décrite de Toulouse par un malacologue qui s'appelle Draparnod. Au départ, on pensait que c'était une espèce autochtone. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en analysant les populations d'Europe de l'Ouest et celles d'Amérique du Nord, en fait, elles sont nord-américaines. C'est-à-dire qu'au moment de sa description en 1805, l'espèce était déjà introduite. Donc, en fait, elle est basculée d'une espèce indigène à une espèce introduite, considérée comme envahissante. Elle est présente en Guadeloupe. Mais on est grosso modo dans sa patrie d'origine globale. Donc voilà, donc la liste d'espèces est un petit peu plus longue. Elle est un petit peu plus longue, et si on veut, par exemple, alors il y a une espèce pour laquelle on pourrait vraiment se poser la question de son indigène. Par exemple, la Lutantine d'Amérique, elle est considérée comme cryptogène. Et si on faisait de l'analyse de génétique d'époque, on se rendrait compte peut-être qu'en fait, elle était déjà là depuis très longtemps. Par contre, si elle présente les caractéristiques d'une population introduite, c'est-à-dire avec une faible richesse génétique, là, on peut dire qu'elle est introduite. Bon, ça nécessite des travaux supplémentaires. Donc voilà, donc moi j'ai inclus dedans le Disopéas, parce que c'est considéré comme introduit en Martinique, mais il se peut très bien qu'en fait ce soit une espèce native. Et comme on n'a aucun matériel frais pour pouvoir faire de la génétique, enfin, du moléculaire, on peut le savoir. Donc globalement, on a des subulines. Alors ces espèces-là, en fait, c'est très simple, hein. Elles ne viennent pas toutes seules, elles viennent avec nous. Elles viennent généralement avec les pots de fleurs. Voilà. Les pots de fleurs, le commerce, etc. Donc on a majoritairement des espèces qui sont alors soit herbivores, mais aussi une grande partie qui sont carnivores, notamment cette-ci, un Streptartemon glaber. En français, c'est le Tortuolis, qui est originaire de Guyane et qui est présent depuis longtemps. Il a été importé involontairement depuis très longtemps. Vous avez le Tamaoya decolorata, donc c'est un gros spolonotidé, aussi une espèce carnivore. Celui-ci, il est hyper caractéristique parce qu'il est grand et en plus il est tout jaune. Vous ne pouvez pas le battre en forêt. Quand il se montre, en tout cas. Donc vous avez la fameuse Luisantine d'Amérique, ici, hein, qui est présente. Alors c'est assez marrant parce que je travaille pour Donatien, donc c'est la deuxième partie de mission après la planète revisitée. Et curieusement, on la rencontre que sur Bastia. On n'a pas trouvé sur Brandon. C'est très curieux. Et vous avez ici la Supuline, Supulina octona, qui est le pudding octone. Alors, cette espèce est considérée, donc, vous voyez, comme introduite, alors qu'elle a été décrite de Paul. C'est-à-dire qu'elle était déjà introduite au moment de sa description. On pense que c'est une espèce qui vient d'Asie. Tout va bien? Oui? Du coup, le pudding octona, vous le mettez en cryptogène. Il est en cryptogène, oui. Moi, je me souviens que sur Charles, il avait mis en natif. Oui, mais alors, les statuts, nous, on est reparti de l'INPN, donc du TaxRef. Et compte tenu du fait qu'on trouve essentiellement, donc majoritairement autour des activités, enfin, tout ce qui est relatif à l'activité humaine, c'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'il vient. Donc là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est si on faisait de la génétique d'époque, différentes populations de l'arc des Antilles, on pourrait savoir d'où vient les animaux. Et donc, ça permettrait de statuer. Alors, ça a son importance, hein. Bon, après, ça dépend de l'espèce, mais ça permettrait de savoir si on a une espèce qui est autochtone. Mais pas, on va dire, si on raisonne de manière bureau d'études d'ingénierie écologique, ça n'a pas la même valeur patrimoniale. Oui.
sur l'arc-en-ciel. De quoi? On la retrouve Celle-ci, là l'arc-en-ciel ou Ah oui, avec oui, 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 oui. voilà, la répartition. Oui, par exemple, sur les simples, elle est très commune. Alors, c'est assez marrant, parce qu'elle ne monte pas beaucoup, mais elle est très commune pour des habitations. Et nous, on l'a rencontrée surtout sur Grand-Père. Hein. Et tout ce qu'on a observé, alors dans le cadre du plan d'échantillonnage ici, hein, à la côte Spider, on est rarement tombé sur des. On reviendra dessus sur le aussi. Alors là, c'est les résultats, donc la caractérisation des peuplements. En fait, c'est la partie, on va dire, kiffante en fait, du projet, puisque c'était. Tu as des choses à rajouter? Non. Bien, alors, on a fait notre Goubi-Gouda, on a pris notre matrice, vous voyez, notre tableau Excel, avec les stations en colonne et puis les espèces en ligne, avec des 0 et des 1. On a fait tourner la moulinette. Et l'idée globale de ce cadrage multidimensionnel, c'est de réduire le nombre d'axes. Parce qu'en analyse de données, on peut avoir autant d'axes qu'on a de stations ou d'espèces. Vous imaginez un plan à 68 dimensions, c'est un peu compliqué. 4, on peut y arriver, mais 68, c'est. Donc la NMDS a la particularité de réduire en fait le nombre de dimensions et de donner quelque chose. En fait, ça permet d'illustrer graphiquement les proximités qu'il y a entre chacune des stations. Pour faire simple. Donc ce que vous voyez raccordé, c'est toutes les stations qui appartiennent au même type, enfin à la même unité de végétation. Donc on a deux choses qui se dégagent. Donc on a, selon le premier axe, l'abscisse. Vous vous souvenez du cours de collège, l'abscisse et l'ordonnée. Sur l'abscisse, vous avez une répartition en fait des stations, toujours attachées à leur milieu, qui va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça dépend comment on voit les choses. Tout ce qui est à gauche, c'est les stations d'altitude. Soufrières, et en fait, c'est les végétations d'altitude. Là, alors moi je suis daltonien, je ne vois pas très bien les couleurs, mais les forêts d'altitude, voilà. C'est pas moi qui choisis les couleurs, hein, c'est l'ordinateur au départ. Et toutes les prairies, les savanes que l'on trouve au pied de la soufrière. Et quand, au fur et à mesure que vous allez vers la droite, vous allez vers du plus sec. Et notamment ici, vous avez des forêts sèches. Les forêts sèches d'un côté, les forêts humides d'altitude dans la gauche. Et entre les deux, majoritairement, on a quand même étudié les milieux forestiers, donc c'est essentiellement des milieux forestiers, vous avez des recoupements. Alors ça, c'est très marqué sur l'axe des ordonnées. Par contre, sur l'axe sur l'abscisse, et sur les ordonnées, on devine une opposition inverse, mais ce n'est pas très clair. Et parce qu'il y a des recouvrements assez importants, et la particularité en fait, de Basse-Terre, c'est que vous avez plein de micro-habitats. Vous pouvez vous retrouver sur la côte sous le vent ou la côte au vent, avec un micro-habitat qui fait que vous basculez soit d'un côté ou de l'autre en termes de micro-conditions. Et ça, les mollusques, ils sont particulièrement sensibles. Donc le travail, le résultat le plus spectaculaire, c'est quand même l'identification en fait, d'un peuplement qui est spécifique aux forêts sèches, donc semi-décidues, et les peuplements d'altitude. Et à l'intérieur de ça, si on incluait une variable supplémentaire qui est notamment l'altitude, on verrait qu'il y aurait peut-être des regroupements de stations en fonction des espèces. Et ça, en fait, on va revenir, parce que la distribution d'altitude des espèces en fonction de l'altitude, et notamment sur les macro-espèces, ce n'est pas forcément lié à des conditions de milieu. C'est probablement lié à des conditions historiques. C'est-à-dire que les espèces ont trouvé des refuges en altitude, notamment dans les forêts qui n'ont pas été perturbées, remuées, parce que les mollusques, d'une manière générale, sont sensibles. Parce que justement les travaux de Laurent Charles et d'Arnaud Lenoble ont montré que les espèces qu'on trouve ici en altitude étaient présentes aussi sur Grande-Terre à l'état fossile. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements dans le temps, peut-être une modification du climat, mais peut-être aussi l'activité humaine qui fait qu'il y a eu des rétractations d'air, et ça a un impact en fait maintenant sur ce qu'on voit. Parce que si on voit, il y a un certain nombre d'espèces qui sont qualifiées d'espèces endémiques de Basse-Terre, qui en réalité étaient aussi présentes sur Grande-Terre. Donc on a une vision biaisée des choses. C'est-à-dire que l'histoire
a eu son mot à dire, et pas que sur les humains, aussi sur les escargots. Voici les résultats globaux de l'analyse. Alors là, ça repose sur 68. Là, on est sur 68 stations, donc en fait, les stations, enfin les 68, non, les 64, parce qu'il y en a 4 où il n'y a pas d'espèces, sur 64 stations, celles qui n'ont pas pu être faites auraient permis d'améliorer, notamment ici, puisqu'on le transect numéro 4 abordait essentiellement les végétations d'altitude. Donc on aurait pu avoir une complétude de la structuration des peuplements, au moins sur cette partie-là. Alors, concernant les araignées, donc là, ça va être synthétique, mais les résultats principaux sont les suivants. C'est que Mission Spider, lorsqu'ils nous ont accompagnés, ils ont trouvé 5 nouvelles familles. 5 nouvelles familles qui n'étaient pas connues. Il y a 4 familles qui étaient connues qui n'ont pas été détectées et 17 qui ont été retrouvées. Ça, c'est concernant les familles. Et les familles, en fait, les publications sont en cours. Là, ce qu'on vous a parlé, c'est que ça concerne une grande araignée en fait, qui vit dans la litière. Et il y en a certaines qui sont nouvelles pour la suite. Donc, on va dire le rythme de publication de description d'espèces, c'est beaucoup plus long que d'écrire un papier sur l'écologie générale. C'est pas tout à fait le même rythme. Donc, ça, c'est le tableau. Alors, ce qui est représenté, ici, les chiffres 1, 2, 4, c'est le nombre de spécimens par station et par famille, en fonction des habitats. Vous voyez, donc ils ont très peu de spécimens. Pourtant, ils ont fourni un effort très conséquent sur le terrain pour trouver des animaux. Donc vous voyez le nombre de spécimens. Alors, quand on va en forêt, on se prend toujours plein de poils d'araignée dans la figure. Bon, après, c'est peut-être la saison qui n'était pas la meilleure, mais bon, ça, on ne peut pas le savoir. Et toujours est-il, voilà, ils ont trouvé très peu d'individus, de spécimens. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il y a un certain nombre de familles. Il y a des familles qu'on ne rencontre que dans quelques types de milieux. On ne voit pas là, mais par exemple, il y a une famille qui a été observée, le peuplement en mahogany. Toutes celles qui sont avec ces flèches colorées plutôt vertes, eh bien, elles ont été observées de manière très peu fréquente, tandis que vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus fréquentes. Vous avez donc des familles rares et des familles communes. Donc, dans le rapport, il détaille en fait toutes les espèces qu'ils ont observées et aussi toutes celles qu'ils considèrent comme nouvelles, qui appartiennent soit aux nouvelles familles. Donc, on peut faire aussi une classification en fonction des. Alors, c'est peut-être pas au niveau spécifique, mais au niveau familial, on peut faire une typologie en fait, des préférences des familles observées. Et concernant donc, les genres, donc il y a 32 genres qui n'ont pas retrouvé. Il y en a 20, c'est ça, si je ne me trompe pas sur les couleurs, il y en a 20 qui sont détectés et déjà connus. Il y a 21 genres qui ont été nouveaux pour la guédite qui ont été trouvés. C'est l'inverse. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire que le monde des araignées, bien plus que les mollusques, le monde des araignées est totalement inconnu. Sachant que dans le fonctionnement des écosystèmes, les araignées ont peut-être un rôle majeur en, fait, en termes de prédatrices dans les écosystèmes. Bon, alors, c'est du texte, voilà, parce que ça sert de support. Je sais que ceux qui participent aux réunions aiment bien lire, donc j'ai mis du texte. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Malaco Spider déjà, c'est une approche inédite, puisque en farfouillant en fait, dans la littérature, à part des études, si on prend les mollusques, avec cette approche-là, ça n'existe pas. Les seuls travaux qui existent sur les mollusques et les arpentiers, c'est des travaux de taxonomie, des listes d'espèces à la Prévert par île, etc. Moi, la Dominique, j'ai plus d'espèces que toi, moins que toi, etc. Mais c'est un peu ça. Sinon, c'est des travaux qui ont été faits à Porto Rico sur l'impact des cyclones sur les peuplements de mollusques.
La caractérisation de peuplement de mollusques, ça n'a jamais été fait dans large quantité. Alors, ça existe en Amérique du Nord, ça existe en Europe. Et voilà, on est sur quelque chose d'assez limité. Ça permet aussi de soulever plein d'informations intéressantes sur lesquelles on va revenir. Alors, en résumé, donc, il y a des choses qui se structurent en fonction de l'altitude. Comme je vous l'ai dit au moment des résultats, selon nous, ce n'est pas naturel. On n'est pas sur des contraintes du milieu qui font que les espèces sont en altitude. Quelques-unes, c'est certain. Si on prend l'ambrette des albaticules, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Pellucida depressa, on rencontre vraiment dans les zones de savane. On commence à l'observer à partir de 500-600 mètres d'altitude. Bon, ça, c'est peut-être les conditions de milieu qui font qu'elle est présente. Parce que c'est des espèces qui n'ont quasiment pas de coquille. Et si c'est un escargot qu'on pourrait presque prendre pour une limace, qui vit sous les feuilles, sur les feuilles. Et étant donné que les phénomènes d'évapotranspiration, un escargot, une limace, c'est 95% d'eau, c'est comme une tomate. Vous la mettez au soleil, il ne reste plus rien. Donc, il faut que ça reste quand même très humide. Donc, il y a certaines espèces qui ont besoin justement de cette humidité ambiante pour pouvoir vivre. Mais d'autres, notamment les espèces forestières, leur distribution n'est pas forcément liée justement à ces conditions. Peut-être certaines, mais en tout cas les grosses, non. Et leur distribution en fait est très certainement liée aux activités anthropiques et à l'eau. Et c'est particulièrement intéressant, j'anticipe un petit peu sur le dernier point, c'est que c'est des outils en fait qui peuvent être utilisés pour apprécier la naturalité du milieu. La combinaison en fait d'espèces, alors il faudrait approfondir un peu le travail, mais comparer des endroits où on connaît l'historique précisément versus des endroits, enfin, comparer différents sites où on connaît l'historique, ça a été exploité, ça n'a jamais été exploité pour le bois, etc. Ça n'a jamais été coupable blanc. Là, ça permettrait vraiment d'affiner en fait ce caractère diagnostic en fait, du milieu. En tout cas, nous, ce qu'on a observé sur ces 15 derniers jours, pour le travail de l'idéal, c'est qu'on est allé dans des espaces forestiers où on se dit, mais en fait, c'est naturel. Et par exemple, les grosses espèces, absolument aucun individu vivant. On n'a que des vieilles coquilles. Tandis que les petites espèces, on les retrouve. Alors, pourquoi cette différence? On sait que dans les îles, alors ça a été démontré en Grèce notamment, il y a plus d'espèces endémiques grosses que des petites. Parce que les petites sont capables de se disperser plus facilement que les grosses. Une petite espèce, ça peut prendre alors je vais dire l'avion, mais c'est les oiseaux, les mammifères, la pluie, peut lessiver et faciliter la dispersion. Ce qui n'est pas le cas des gros escargots. Donc imaginez si vous êtes sur une parcelle forestière au XVIIIe siècle ou au XIXe, vous avez des gros, des petits, coupe à blanc, c'est exactement, on a fait une parcelle, on a eu l'historique. Imaginez une coupe à blanc. Alors imaginez vous êtes un escargot dans une pelouse et on vous coupe la pelouse qui est au-dessus et vous prenez le soleil dans la figure et là, c'est direct. Vous êtes plus direct. Que vous soyez gros ou petit. Mais sauf la particularité, c'est que les petits, eux, ils ont la possibilité, quand ils sont petits, de trouver des refuges à l'intérieur même de la parcelle. Et les gros, ils ont besoin d'un micro-habitat qui est un peu plus grand que le micro-habitat que les petits. Donc eux, ils disparaissent. Pour rajouter ça, des exploitations successives, alors que ce soit de la coupe à blanc ou de l'extractivisme, en fait, les espèces disparaissent. Elles ne se retrouvent isolées, elles se retrouvent isolées dans les endroits où il n'y a jamais eu de traumatisme. Alors c'est ça qu'il faudrait voir dans le temps, c'est de regarder effectivement sur les zones exploitées si on a une si grande différence par rapport aux zones non exploitées pour le café, ou les zones qui ont été exploitées pour le café ou le cacao. Parce qu'on sait qu'on est sur des systèmes à couvert continu, en tout cas pour le cacao, quelque chose. Regardez si c'est si différent des endroits qui ne sont pas exploités. Et ça a aussi une implication en termes de réflexion, parce que vous, votre mission au parc, enfin, peut-être pas tout le monde, c'est de maintenir justement cette richesse spécifique, que ce soit animale ou végétale, et qu'il faut avoir en tête que peut-être les petites espèces vont coloniser rapidement, mais pas les grosses. Donc c'est d'avoir une vision à plus ou moins long terme de recolonisation en fait, des peuplements
si on est dans une logique de réensauvagement en fait, de la forêt de l'EPN.